Je poursuis avec notre prochaine séance. On sait que la fatigue et le brouillard cérébral sont des effets secondaires courants du traitement du cancer en général. Il me fait donc plaisir d'accueillir Nathalie Hull, ergothérapeute, qui partagera des conseils et des stratégies pour gérer votre énergie et des outils pour vous aider à faire face aux problèmes liés au brouillard cérébral. Nathalie sera accompagnée de Julia Laliberté, qui est, elle, atteinte d'un cancer de l'ovaire et qui partagera son expérience personnelle avec cet effet secondaire et comment elle le gère au quotidien. Nathalie, elle est ergothérapeute au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Elle cumule plus de 25 années d'expérience comme ergothérapeute et a travaillé dans plusieurs milieux de pratique, cliniques privées, soins aigus et centres de réadaptation. Elle travaille depuis 2005 à l'hôpital Catherine Booth, où elle a également été spécialiste en activités cliniques. Depuis plus d'une dizaine d'années, elle se spécialise dans la réadaptation oncologique. Elle est également cofondatrice de la communauté de pratique pour les ergothérapeutes travaillant en oncologie et anime des groupes de soutien et webinaires pour les personnes touchées par le cancer au sein de l'organisme L'Espoir, c'est la vie. Nathalie et Julia, je vous laisse la parole pour la prochaine séance. Alors, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la gestion de la dysfonction cognitive. Alors, j'aimerais remercier Cancer de l'ovaire Canada pour m'avoir invité ce soir pour participer à ce symposium. Et dans le fond, le but ultime de la conférence aujourd'hui, c'est vraiment, entre autres, de vous rassurer si vous souffrez de cette problématique-là, puis aussi de vous faire sentir moins isolé et aussi de vous en apprendre davantage sur qu'est-ce que c'est le brouillard cérébral dans un contexte oncologique et surtout de partager des stratégies pour mieux gérer ce symptôme-là et en minimiser l'impact sur le quotidien. Donc, si vous me donnez quelques secondes, je vais partager mon écran avec vous. Alors, voilà, ça c'est. Donc, tout le monde voit bien mon écran. C'est super. Donc, attendez 2 petites secondes. Là, j'essaie juste de. Je semble avoir un petit problème avec champ. Ah, bon, excellent. Merci. Alors, donc, je suis toujours un petit peu ambitieuse quand je donne des webinaires. Donc, il y a tellement d'informations que je veux partager avec vous. Alors, des fois, ça ressemble un petit peu à un marathon d'informations. Alors, dans le fond, ce que je veux surtout couvrir avec vous, c'est qu'on va regarder un petit peu c'est quoi le brouillard cognitif. On va regarder un petit peu c'est quoi les principaux symptômes. Et on va parler un petit peu de l'impact au niveau des activités quotidiennes. Et on va regarder c'est quoi les causes possibles de la dysfonction cognitive. Et la deuxième partie, ça va être vraiment plus un survol là, des stratégies pour mieux gérer le brouillard cognitif. Le tout se terminera par une période de questions et je vous suggérerais, pour justement ne pas oublier vos questions tout au long du webinaire, de ne pas hésiter à écrire vos questions au fur et à mesure dans le chat. Et à la fin, lors de la période de questions, Rénuma pourra, dans le fond, me faire un petit résumé là, des questions que vous avez pour moi et j'y répondrai là, pendant cette période-ci. Puis dans un optique aussi de rendre le webinaire un petit peu plus interactif, on va faire à quelques reprises là, pendant la présentation des mini-sondages auxquels je vous inviterai à répondre. C'est jamais très, très compliqué. La réponse, c'est généralement oui ou non. Et les réponses sont tout à fait confidentielles. Donc, on va se lancer là, dans le vif du sujet. Alors, dans le fond, pour introduire un petit peu, dans le fond, le sujet, euh, le brouillard cognitif, ça commence à recevoir un petit peu plus d'attention, je vous dirais, là, dans le domaine en oncologie. Mais il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sont nécessaires encore parce qu'il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Auparavant, on appelait ça plus chemobrain, chemofog ou cerveau chimio, là, si on regarde du côté là, de la France. Mais parce qu'au début, ça avait été plus étudié puis rapporté avec les femmes atteintes de cancer du sein
qui avaient eu de la chimiothérapie. Sauf que là, avec les études supplémentaires, euh, ça a été réalisé qu'en fait, c'est pas juste la chimiothérapie qui peut être responsable du brouillard cognitif, mais que tous les traitements ainsi que les chirurgies qui font souvent partie intégrale d'un plan de traitement en oncologie, encore plus spécifiquement là, dans le traitement du cancer de l'ovaire, peuvent causer des difficultés cognitives. Alors, on va regarder que non seulement les traitements, la chirurgie, tout ça peut être des causes, puis il y en a plusieurs autres qui se rajoutent. Donc, vous allez voir que c'est quand même une problématique là, assez complexe. Et maintenant, au lieu de parler plus de chemofog, chemobrain, là, on parle plus de brouillard cérébral, brouillard cognitif, troubles cognitifs légers ou de dysfonction cognitive. Donc, c'est plus les termes là, que vous allez voir un petit peu là, sur Internet ou dans les articles. Et voilà. Donc, dans le fond, comme je le mentionnais, avant d'aller dans le cœur du traitement, le cœur du sujet, on va faire notre premier petit sondage, en fait. Donc, on vous inviterait à répondre à la question suivante. Selon vous, avez-vous reçu suffisamment d'informations sur le brouillard cérébral? On vous laisse quelques secondes pour répondre. Puis, dans le fond, ah, là, j'ai les réponses. Alors, c'est ça. Sans grande surprise, euh, la majorité des gens, donc 90% des répondants, ont inscrit que, bon, ils trouvaient qu'ils n'avaient pas reçu suffisamment d'informations, puis ça reflète beaucoup là, ce que j'entends dans les groupes de soutien que j'anime. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de groupes que j'anime que ça frôle le 100%. Donc, c'est pas beaucoup, 14%, mais je suis quand même contente de voir qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui considèrent qu'ils ont reçu assez d'informations. Ça veut dire que peut-être les choses commencent à changer et à s'améliorer. Donc, ça me fait plaisir de voir ça. Et dans le fond, ce que je veux dire, c'est que le brouillard cérébral, le brouillard cognitif, c'est un vrai symptôme. C'est tout à fait réel, même si ce n'est pas quelque chose qui peut se voir ou se mesurer nécessairement, mais ça peut survenir avant même le début des traitements, ça peut survenir pendant, ça peut survenir après la fin des traitements. Et l'autre chose que je voulais mettre de l'emphase, c'est que c'est quelque chose qui est pas, c'est pas de votre faute et il n'y a rien que vous auriez pu faire pour prévenir ce problème-là de survenir. Donc, il y a rien dans la littérature là, qui suggère que quoi que ce soit qui est possible vraiment là, au niveau de la prévention. Et ce que je mentionnais aussi, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est visible. Donc, peut-être que si vous souffrez de ça, vous avez peut-être remarqué que c'est très difficile pour les gens de votre entourage, que ce soit vos amis, votre famille, votre employeur, de vraiment bien comprendre cette problématique-là. Et ça demeure un phénomène qui est sous-déclaré, sous-diagnostiqué, sous-dépisté, sous-traité. Donc, c'est vraiment un phénomène qui demande vraiment davantage d'attention en oncologie. Il y a aussi peu de personnes qui vont parler de cette problématique-là avec leur équipe de soins. Et je vous dirais qu'en parallèle, malheureusement, il y a beaucoup de professionnels de la santé, là, selon plusieurs études, qui ont avoué qu'il manquait aussi de formation puis d'outils pour pouvoir intervenir avec une clientèle qui avait des difficultés cognitives. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs problématiques, plusieurs besoins qui sont non comblés en lien avec le brouillard cognitif. Et dans le fond, c'est un ensemble de symptômes et de changements cognitifs. Puis, on va les détailler un petit peu plus là, dans la suite. Et dans le fond, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'essaie de passer à ma prochaine diapo. Je suis désolée, on dirait que mon ordinateur gèle un petit peu. On va attendre, j'espère qu'il va dégeler pour que je puisse passer à la prochaine diapo. Mais en fait, ce qu'on peut faire dans la prochaine diapo,
on a une liste de certains commentaires qui ont été émis par les gens euh, qui m'ont partagé ça au fil des années. Donc, je vais espérer que mon écran se dégèle dans la prochaine seconde. Puis, ce que je vais faire, dans le fond, je vais inviter Julia à partager des exemples de comment ces difficultés cognitives ont eu un impact, dans le fond, dans son quotidien. Donc, Julia, je te cède la parole, puis en même temps, tu pourrais un petit peu nous parler de où tu en es rendu là, dans ta trajectoire de soins. Merci. Super. Merci, Nathalie. Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julia Laliberté. Je suis une survivante du cancer de l'ovaire. J'ai été diagnostiquée en septembre 2020 d'un cancer de l'ovaire séreux de bas grave à un stade avancé. J'avais à l'époque 34 ans. J'ai subi la fameuse chirurgie. Donc, Nathalie, on l'a la diapo, super. Donc, j'ai subi la fameuse chirurgie debulking. J'ai subi par la suite 1 an et 4 mois de chimiothérapie. Et aujourd'hui, je suis sur le létrozole, c'est-à-dire un anti-hormone qui fait en sorte que mon cancer dort toujours en date d'aujourd'hui. J'ai accepté de participer à la conférence sur le brouillard cérébral, les troubles cognitifs avec Nathalie, parce que c'est mon plus grand défi en date d'aujourd'hui. Je vais faire du pouce sur ce que Nathalie a dit en introduction tout à l'heure. Donc, elle disait qu'on a commencé à s'intéresser au brouillard cérébral à l'époque, lorsque les femmes étaient atteintes d'un cancer du sein. Les spécialistes à l'époque pensaient que c'était une conséquence seulement de la chimiothérapie, mais que plus le temps avance, on réalise que c'est pas seulement la chimiothérapie, mais c'est également les chirurgies importantes et tout ce qui entoure. Donc, dans notre cas, je dis notre cas, donc moi ainsi que toutes vous qui sont ici ce soir qui ont subi un cancer de l'ovaire, vous avez possiblement subi une hystérectomie complète et certaines d'entre vous une ménopause précoce. Ménopause possiblement, en fait, non, je vais le dire, à un âge beaucoup trop jeune. Donc, à mon avis, j'aurais tendance à dire que le traumatisme lié à un diagnostic d'un cancer, mélangé avec une grosse chirurgie, donc debulking surgery, mélangé avec plusieurs mois de chimiothérapie, ainsi qu'une ménopause précoce, c'est tout un cocktail et tout un cocktail qui a certainement un impact sur nous aujourd'hui, sur le fameux brouillard cérébral et sur nos troubles cognitifs. Donc, Nathalie m'a demandé, en fait, de vous partager quelques exemples, quelques défis que j'ai au quotidien. Nathalie, si je peux te demander, est-ce que tu penses que ce serait possible qu'on retourne à la diapositive sur, ouais, en fait, sur ouais, je cherche souvent mes mots, je pense que ce serait un petit peu plus, je pense qu'on est avancé un peu. Oui, excuse-moi, je vais essayer de dompter mon ordinateur. Là. Continue, je vais essayer OK, de c'est trouver correct. la diapositive. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. OK, d'accord. Donc, en fait, je vais vous Nathalie, donner quelques... je Oups, m'excuse. Nathalie, oui. est-ce que tu veux cesser de partager ton écran et peut-être faire un autre partage d'écran? Peut-être c'est pour ça que ça bug un peu. OK, oui. Oui, excuse-moi, Julia, tu peux continuer. Je pense que Oui, l'écran de Nathalie était buggé. OK, il n'y a pas de problème, je vais y aller. Donc, en fait, je vais vous partager quelques exemples concrets. Donc, je cherche souvent mes mots et j'ai de la difficulté à suivre une conversation. Donc, pour vous donner un exemple justement plus concret, il m'était possible d'avoir une conversation avec mon mari à la maison
en ayant soit la télévision ou soit de la musique dans le background. Donc, pour que je me concentre sur qu'est-ce que mon mari va me dire, je vais lui demander d'éteindre la musique ou de mettre la télé sur mute. Par la suite, j'ai aussi réalisé que suite à ma chirurgie, suite à mes nombreux traitements de chimiothérapie, ça me prend un temps fou de rédiger un courriel. Et je réalise également que je fais beaucoup plus de fautes d'orthographe aujourd'hui, comme si j'avais oublié là, ma conjugaison du primaire de la troisième année, par exemple. Je vais aller à l'épicerie parce que j'ai plus de lait à la maison. Puis à l'épicerie, je vais acheter tout sauf du lait. J'oublie constamment ma cour d'eau au gym. En date d'aujourd'hui, je pense que mon coach, il a toute une collection de bouteilles d'eau. Je vais prendre mes pilules le matin et 15 minutes plus tard, je vais me poser la question, est-ce que j'ai pris mes pilules? Puis là, je suis plus sûre si je les ai pris ou je les ai pas pris, etc. Je suis facilement distraite. Donc, dans mon cas, il suffit de recevoir un petit texto puis d'entendre un bip, puis je vais complètement perdre mon fil d'idée. Je vais manquer des appels parce que je suis occupée, je vais oublier de retourner mes appels. Et la plus populaire, et je suis certainement pas la seule, je vais oublier ma brassée de linge dans ma laveuse pendant plusieurs jours. Euh, bref, j'en fais des blagues, en fait, parce qu'il faut peut-être mieux en rire qu'en pleurer. Sachez que vous n'êtes pas seul. Euh, mais je réalise que j'ai du mal à m'organiser et j'ai du mal à bien gérer ma liste de priorités. Et évidemment, tout ceci, c'est frustrant, c'est épuisant et c'est décourageant. Alors, j'ai bien hâte d'entendre la suite de ta présentation, Nathalie. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Julia, pour le partage. Je pense que ça donne vraiment des exemples là, des défis de la vie de tous les jours. Alors, très rapidement, au niveau des statistiques, c'est sûr, comme je dis, c'est un domaine qui est émergent dans les recherches. Puis la plupart des études concernant le brouillard cognitif ont été faites avec une population atteinte de cancer du sein, cancer de la prostate, cancer colorectal. Donc, il y a très, très peu de données en lien avec le cancer de l'ovaire, malheureusement, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques statistiques en lien avec le cancer de l'ovaire, puis on voit qu'elles sont très parlantes. Donc, 70 des femmes traitées pour un cancer de l'ovaire vont rapporter des difficultés cognitives suite au traitement. C'est énorme. Et malheureusement, les statistiques sont assez élevées dans plusieurs types de cancers, que ce soit pendant ou après la fin des traitements. Puis c'est ça, les gens vont, vont souvent mentionner que ce sont des difficultés qui vont persister parfois chez un certain pourcentage de personnes des mois, parfois même des années après la fin des traitements. Puis on sait aussi que au niveau du cancer de l'ovaire, je parle de fin des traitements, mais on sait qu'il y a certains traitements comme l'hormonothérapie, par exemple, qui peut continuer pendant plusieurs années après la fin des autres traitements. Donc, possiblement, ce sont des difficultés qui peuvent persister et accompagner la personne, d'où l'importance d'aller chercher des informations et des stratégies justement pour en minimiser l'impact au niveau du quotidien. Alors, comme je l'ai mentionné, c'est un ensemble de différents symptômes. Ce que les gens rapportent beaucoup, c'est d'être facilement distrait, que ce soit par ce qui se passe autour d'eux, les bruits, des gens qui passent, n'importe quel stimuli va les distraire. Et les gens sont aussi distraits par leurs propres pensées, préoccupations. Ce qui revient souvent aussi, c'est que les gens ont de la difficulté à se concentrer, par exemple, d'écouter une conversation, même si c'est une conversation qui les intéresse, ils trouvent ça très, très épuisant mentalement de devoir justement là, se concentrer sur une conversation. La lecture aussi, ça peut être un défi. Les gens, souvent, ils ne se rappellent plus des dernières pages qu'ils viennent de lire. Il faut qu'ils retournent en arrière pour relire certains passages. Je pense que Julia, tu l'as mentionné, que tu te sentais vraiment comme plus désorganisée, ce qui n'était peut-être pas le cas avant
avant le diagnostic de cancer. Et ça affecte beaucoup l'estime de soi, ça, parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils sont vraiment moins efficaces. Ils ont de la misère à finir les choses qui commencent et aussi de faire plusieurs choses à la fois. Puis on sait que dans la vie de tous les jours, c'est très rare là, de faire juste une chose à la fois. Souvent, la vie fait qu'on doit faire plus qu'une chose à la fois. Puis c'est souvent quelque chose qui est valorisé dans la société, d'être productif puis de faire plein de choses en même temps. Alors, de ne pas être capable de faire ça, c'est vraiment, c'est très difficile dans la vie de tous les jours. Les problèmes de mémoire, c'est vraiment le problème qui est le plus fréquemment rapporté. Souvent, les gens, des fois, ils ont de la difficulté à trouver le mot juste pour dire ce qu'ils veulent dire. Puis une expression qui revient des fois, c'est les gens me disent, j'ai l'impression que mon cerveau, c'est comme du jello. C'est comme tout est plus lent. J'ai de la misère à prendre des décisions, j'ai de la misère à réfléchir, j'ai de la misère à m'organiser. Donc, tout prend plus de temps. Et je voulais aussi parler de la fatigue cognitive. On parle souvent de fatigue physique, mais étant donné que tout est plus laborieux, effectivement, il y a une fatigue cognitive qui s'installe beaucoup plus rapidement puis qui se mélange aussi avec la fatigue physique. Alors, je vais le répéter souvent, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas de votre faute, il n'y a rien que vous auriez pu faire là, pour prévenir ça. Et c'est pas non plus un signe que vous développez un autre problème de santé comme un trouble neurocognitif. C'est pas non plus un signe que le cancer progresse, qu'il y a des métastases au niveau du cerveau, que le traitement ne fonctionne pas. C'est vraiment un effet secondaire qui est reconnu dans la littérature. Et ça va être vécu très différemment d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont vivre ça, là, ça va avoir un impact très grand dans leur quotidien. Il y en a que ça va être des symptômes plus légers et il y en a que ça va affecter une ou deux habiletés cognitives, comme on a vu, ça peut être la mémoire, trouver ses mots, puis il y en a que ça va vraiment affecter là, toutes les habiletés. Il y en a que ça commence dès le début, avant même que les traitements ou la chirurgie se passent. Et après ça, ça peut commencer pendant les traitements ou après que tout soit terminé. Donc, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Et ça demeure une condition qui est malheureusement pas très, très bien comprise. Puis, dans le fond, Julia, tu as un petit peu introduit cette diapo-là parce que tu parlais de toutes les causes possibles. Alors, tu sais, là, vous allez le voir, là, c'est vraiment, il y a plein, plein de causes. Le cancer lui-même, à cause de, je ne rentrerai pas dans un cours de pathophysiologie, mais le mécanisme du cancer, le fait que c'est une maladie pro-inflammatoire, ça l'affecte tout le corps et non pas juste le site où la tumeur est située. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont avoir des difficultés cognitives avant même d'avoir leur chirurgie, avant même d'avoir débuté leur traitement, parce que seulement le fait d'être atteint d'un cancer, ça peut affecter le fonctionnement cognitif. On a parlé des traitements. Donc, oui, évidemment, il y a la chimiothérapie qui est un des causes principales, surtout s'il y a de fortes doses de chimiothérapie et si la chimiothérapie est administrée sur une longue période. Puis on sait souvent la chimiothérapie, ça fait partie intégrale là, du plan de traitement pour un cancer de l'ovaire. Mais il y a aussi tous les autres traitements qui sont susceptibles d'engendrer des problèmes cognitifs. Donc, on a l'hormonothérapie, l'immunothérapie, la thérapie ciblée, la radiothérapie. Puis on sait aussi que l'hormonothérapie, les hormones en général, ça a un effet protecteur sur le cerveau, puis ça va augmenter la survie des neurones. Donc, avec l'hormonothérapie, c'est sûr qu'on vient jouer avec les hormones, puis ça va venir affecter le fonctionnement du cerveau. Puis en plus de ça, ça a été reconnu que d'avoir une chirurgie, ça peut aussi avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau. Puis, j'ai pas besoin non plus de vous dire que dans le traitement d'un cancer de l'ovaire, c'est pas juste nécessairement c'est très rare là, que c'est seulement une chirurgie ou un traitement qui est proposé. Souvent, ça va être plusieurs traitements là, qui vont être donnés un à la suite de l'autre avec la chirurgie. Donc là, on voit que tout ça, ça commence à s'accumuler. On va en parler aussi. Je pense qu'une autre chose qui est vraiment importante à retenir ce soir, c'est que tous les autres symptômes, les effets secondaires des traitements, comme la fatigue, les troubles de sommeil, l'anxiété, la dépression, tout ça,
ça va venir amplifier les difficultés cognitives. Les effets secondaires des médicaments que les gens peuvent prendre, d'autres problèmes de santé peuvent aussi avoir un impact. Puis, je voulais juste aussi ouvrir une petite parenthèse là, sur la ménopause. Je pense que Julia, justement, t'as aussi t'as bien introduit un petit peu le sujet. Puis dans le fond, ce que je voulais dire, parce que dans le fond, on sait qu'il y a certaines chirurgies, comme tu sais, tu as parlé de l'hystérectomie, l'ablation des ovaires, qui peuvent justement provoquer, induire une ménopause précoce et d'autres traitements aussi comme l'hormonothérapie. Puis, si on regarde la ménopause hors contexte oncologique, juste la ménopause là, naturelle, on sait que la plupart des femmes qui font la transition de la périménopause à la ménopause, la majorité, là, on parle de entre 60 et 70 vont se plaindre de difficultés cognitives puis vont performer moins bien dans les tests objectifs. Donc, ça, c'est vraiment là, quelque chose à retenir. Et malheureusement, aussi dans la littérature, ce qui ressort, c'est que ces difficultés cognitives-là vont être encore plus présentes si la ménopause, justement, elle est précoce et induite versus une ménopause là, que je pourrais dire qui survient là, naturellement. Alors, ça aussi, c'est à garder en tête. Et aussi, les femmes qui traversent la ménopause, encore une fois, hors contexte oncologie, ont, encore une fois, les statistiques le montrent, plus de problèmes de sommeil et sont plus susceptibles d'avoir des symptômes dépressifs et anxieux. Fait que là, on rajoute tous les symptômes de la ménopause avec les autres causes des difficultés cognitives. Puis là, on comprend bien pourquoi les statistiques sont aussi élevées. Et je vais survoler rapidement là, les autres choses. Il y a peut-être des prédispositions génétiques, mais ça, il y a plus de recherches là, qui sont nécessaires. Plus les traitements là, pour un cancer de l'ovaire débuteraient à un âge avancé, bien, plus que la personne serait fragile à développer des difficultés cognitives. Puis la réserve cognitive, ça, c'est vraiment la capacité du cerveau à s'adapter quand il y a des dommages au cerveau causés, par exemple, par des traitements contre un cancer. Puis les gens qui ont une meilleure réserve cognitive, c'est souvent les personnes qui ont un niveau d'éducation élevé, qui ont un travail très stimulant intellectuellement, qui parlent plusieurs langues. Fait que ça, c'est tous des facteurs, selon la littérature, qui font que certaines personnes vont avoir une meilleure réserve cognitive que d'autres. Donc, on continue là-dessus. Puis ça, c'est vraiment, dans le fond, une autre diapo qui explique, dans le fond, qui résume un petit peu, je m'excuse, je n'ai pas trouvé l'équivalent en français, mais ça résume un petit peu là, ce que je viens de dire, un petit peu toutes les nombreuses causes. Donc, on voit quand même que c'est un phénomène assez complexe. Et dans le fond, avant de passer à Julia, qui va revenir avec nous, j'aimerais peut-être qu'on fasse de nouveau un petit sondage. Donc, est-ce que ces changements au niveau cognitif vous inquiètent? Alors, 79 d'entre vous ont répondu que les changements cognitifs vous inquiétaient, ce qui est extrêmement révélateur. Alors, maintenant, je vais inviter Julia à revenir auprès de nous et à nous parler un petit peu là, de l'impact de ces difficultés cognitives-là, un petit peu sur sa santé mentale, son estime de soi, etc. Donc, à toi, Oui. Julia. Donc, un peu, je vais reprendre un peu comment j'ai terminé mon introduction. Donc, les différents exemples que je vous ai nommés créent en moi, évidemment, beaucoup de frustration. C'est fatigant et c'est aussi décourageant. Considérant que je suis en principe une jeune professionnelle, donc en fait, je travaille pour
la Ville de Montréal et je suis cadre pour la Ville de Montréal. Par exemple, en date d'aujourd'hui, j'ai toujours pas repris le travail, mais je trouve ceci difficile, en fait, de reprendre possiblement mes anciennes fonctions parce que je suis très consciente de mes troubles cognitifs. Et ça a beaucoup d'impact, en fait, sur ma confiance en moi, en fait, sur mon estime. J'ai l'impression que je ne suis pas en mesure d'en prendre autant qu'avant mon diagnostic du cancer, qu'avant ma chirurgie, qu'avant la ménopause, qu'avant les traitements. Euh, Même au-delà de ma vie professionnelle, sur lequel je me questionne en date aujourd'hui, étant aussi une jeune femme de 38 ans, je me compare souvent à mes copines qui ont souvent une carrière, une job et deux ou trois jeunes enfants. Et je les vois jongler leur vie professionnelle, leur vie de couple ainsi que leur vie familiale. Je ne vous dirais pas avec aisance parce que c'est jamais très facile. Cependant, je les vois jongler différents aspects de leur vie, je vois qu'elles réussissent et souvent, j'ai l'impression que j'ai seulement à me gérer moi-même, ma petite vie à la maison, ainsi que, bon, mes traitements et ma vie d'hôpital et ma vie quotidienne, en fait, les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire le lavage, le ménage, etc. Et j'ai l'impression que j'y arrive, mais juste simplement, ou juste ou même avec difficulté. Donc, j'ai 37 ans, presque 38 ans, mais j'ai souvent l'impression d'être dans un corps d'une femme de 63 ans. Là. Je donne ça là, comme chiffre, et je trouve ça très difficile sur ma confiance. Donc, je vous le partage et je vous le partage parce que je sais que je ne suis pas la seule. Voilà, Nathalie, je te retourne la parole. Merci, Julia, pour le partage et pour ton honnêteté. Et puis, comme tu mentionnes, je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes dans l'auditoire qui vivent ce que tu vis, que ce que tu vis. Alors, merci pour vraiment pour avoir partagé ça avec nous. Et dans le fond, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je voulais faire un autre petit sondage. Euh, donc, dans le fond, est-ce que vous avez parlé de vos difficultés cognitives à votre équipe de soins? Parce que dans le fond, ça, c'est vraiment la première étape. Puis les prochaines diapos, vous allez voir, je vais passer en fait très rapidement. Ça sera plus pour vous à consulter à un stade ultérieur parce que dans le fond, c'est des questionnaires qui sont utilisés par les professionnels de la santé, notamment en ergothérapie, qui est vraiment une discipline de la réadaptation qui vise à aider les gens à retrouver l'autonomie, la qualité de vie dans les activités de la vie quotidienne. Et les questionnaires que vous allez retrouver sur les prochaines diapos, c'est vraiment des questionnaires, puis c'est en aucun cas que c'est des questionnaires qui vont vous permettre de vous autodiagnostiquer avec de l'anxiété ou une dépression. Tout ça, c'est vraiment votre équipe de soins qui va pouvoir pousser plus loin l'évaluation. Mais des fois, ça vous aide à trouver des mots sur vos différents symptômes. Alors, simplement, donc, je suis contente de voir que 45 d'entre vous avez parlé de vos difficultés cognitives à votre équipe de soins. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous. Donc, c'est définitivement la première étape. Puis, donc, c'est ça. Il y en a peut-être aussi des fois qui voudraient aller pousser l'évaluation, aller faire une évaluation en neuropsy, mais je vous dirais que c'est un processus qui est quand même assez long, assez onéreux. Puis souvent, c'est des troubles cognitifs qui ne vont pas être nécessairement dépistés par des évaluations. Donc, les gens, des fois, vont avoir des résultats dans les limites de la normale. Donc, je vous inviterais là, à tête reposée à peut-être regarder si le cœur vous en dit les différents questionnaires. Je vous ai mis les liens vraiment pour aller explorer vos difficultés cognitives, la fatigue, pour justement essayer de mettre des mots sur ce que vous vivez, essayer de voir avec quelle intensité vous vivez les différentes problématiques. Comme ça, vous allez pouvoir plus facilement partager ça avec votre équipe de soins, puis être capable de donner des exemples concrets, puis même des fois des chiffres de 0 à 10, comme une fatigue sévère là, de 8 sur 10, par exemple. Des fois, ça parle plus aux professionnels de la santé que juste mentionner qu'on est fatigué, etc., ou qu'on a des problèmes de mémoire. Donc, encore une fois,
aucunement des outils diagnostiques, mais c'est vraiment peut-être des outils que vous avez peut-être déjà complétés, comme l'outil de dépistage de la détresse, qui est quand même couramment utilisé là, en oncologie à travers le Canada. Et ça, c'est plus pour regarder un petit peu du côté de l'anxiété. Puis le dernier, c'est vraiment plus au niveau des symptômes dépressifs. Euh, donc, je vous invite à regarder ça. On termine avec l'index de sévérité de l'insomnie, qui est un autre petit questionnaire là, qui peut être utilisé. Et avant de passer aux stratégies, le dernier petite question pour petit sondage. Donc, pour celles qui ont été affectées par des difficultés cognitives, est-ce que votre entourage a remarqué ces changements? Et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez partager à travers le chat s'il y a des stratégies que vous avez déjà utilisées puis qui vous ont aidé à mieux gérer les difficultés cognitives au quotidien. Et dans le fond, ce que je vous dirais, c'est ça. La première étape, c'est vraiment d'aller chercher de l'information sur les difficultés cognitives. Puis, je vous félicite parce que c'est vraiment comme déjà d'être ici ce soir, c'est déjà une excellente première étape. D'en parler à votre équipe de soins. Je vois qu'il y avait quand même une bonne proportion qui l'ont fait. Donc, ça aussi, c'est excellent. Juste vous mentionner aussi qu'il n'y a pas de médicament qui a été reconnu ou approuvé pour prévenir ou traiter le brouillard cognitif contre le cancer. Des fois, il y a des médicaments qui vont être utilisés, mais ça va être plus pour, dans le fond, ça va être plus pour traiter les autres symptômes comme les troubles du sommeil. Donc, 61 d'entre vous avez noté que votre entourage a remarqué ces changements-là. Donc, c'est ça. C'est des changements qui sont également visibles pour votre entourage et qui ont un impact. Alors, il y a plusieurs interventions possibles. Encore une fois, il n'y a pas de golden standard parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont nécessaires. Je vais survoler assez rapidement parce que je pense qu'il me reste moins que 5 minutes. Hein, Renouma, c'est bien ça? 5 à 10 minutes. Ah, il me reste encore 5 à 10 minutes. Ah, ben Ouais. c'est bon, c'est merveilleux. Un sursis. C'est super, donc merci. Alors, une des interventions proposées, c'est l'activité physique. Donc, je voulais partager avec vous cette fiche d'information-là qui a été faite par le American College of Sport Medicine, qui sont vraiment, je dirais, une sommité là, en la matière de recommandations en exercice pour la clientèle en oncologie. Et sans grande surprise, dans le fond, vous allez voir que l'activité physique a des effets dans le fond, très, très bénéfiques pour la gestion de plusieurs effets secondaires comme la fatigue, l'anxiété, la dépression, la qualité de vie. Puis le National Comprehensive Cancer Network a recommandé aussi l'activité physique comme intervention pour mieux gérer les difficultés cognitives. Alors ici, vous avez là, des recommandations additionnelles par rapport à c'est quoi la fréquence recommandée, etc. Puis dites-vous que même si vous n'êtes pas capable d'atteindre ça immédiatement, même des petits blocs d'activité physique de 5 à 10 minutes, ça a déjà beaucoup d'effets bénéfiques. Puis, n'hésitez pas à aller chercher le soutien d'un professionnel comme kinésithérapeute ou physiothérapeute pour vraiment vous guider parce que des fois, c'est vraiment difficile de commencer un programme d'exercice, surtout si on a été affecté par les traitements ou une chirurgie. Puis, il y a peut-être des contre-indications là, qui s'appliquent à votre cas, donc il faut toujours, dans le fond, vérifier. Et dans le fond, une des stratégies, c'est de vraiment apprendre à mieux gérer sa fatigue parce qu'on a vu que la fatigue et les difficultés cognitives, c'était lié ensemble. Donc, si on joue sur la fatigue puis on essaie d'améliorer son niveau d'énergie, automatiquement, on va avoir un impact positif sur les difficultés cognitives. La première étape, c'est d'essayer de mieux comprendre son niveau de fatigue, puis d'essayer d'interpréter les signaux que notre corps nous envoie. Puis il y a plusieurs images qu'on peut utiliser, comme par exemple les lumières, comme quand c'est vert, ça va bien, j'ai de l'énergie, je peux continuer. Jaune, ça veut dire qu'il faut que je prenne une pause, il faut que je m'arrête. Mais malheureusement, des fois, ça, c'est vraiment très difficile à faire parce que souvent, les gens ont tendance à vouloir continuer au même rythme qu'ils continuaient avant. Donc, jaune, souvent, si vous regardez dans le trafic autour de vous, malheureusement, jaune, les gens ont tendance à accélérer puis à passer à travers la lumière. Puis malheureusement, rouge, ça veut dire qu'on a dépassé. On a dépassé sa limite. Donc, il faut vraiment apprendre à mieux décoder les signaux que notre corps nous envoie.
Parce que dans un contexte en oncologie, si on dépasse notre limite, après ça, les gens souvent vont me dire je crash complètement, puis après j'en ai pour 2, 3 jours là, à m'en remettre. Donc, il faut vraiment prendre plus de pauses, même si c'est des petites micro-pauses, quelques minutes. C'est vraiment de voir qu'est-ce que vous avez besoin. Puis, n'oubliez pas que l'énergie, là, c'est un compte en banque. Il ne faut pas juste faire des retraits, il faut faire des dépôts aussi. Fait que ça va être super important de voir justement comment vous pouvez recharger votre batterie, puis qu'est-ce qui vous redonne de l'énergie. Parce que ça aussi, c'est super important, puis ça varie d'une personne à l'autre. Puis vous pouvez aussi utiliser pendant une semaine un agenda de l'énergie pour voir un petit peu quand est-ce que vous avez plus d'énergie, si c'est plus le matin, l'après-midi, le soir, et c'est quoi qui vous gruge de l'énergie, puis c'est quoi qui vous fait du bien. C'est quoi qui vous redonne de l'énergie. Fait que ça, c'est vraiment une stratégie que vous pouvez utiliser. Puis il y en a vraiment plusieurs exemples sur Internet que vous pouvez aller utiliser. La théorie des cuillères, ça aussi, pouvez aller chercher de l'information sur Internet. C'est comme une théorie qui sert à expliquer aux gens autour de nous c'est quoi une fatigue très, très significative parce que la fatigue liée au cancer, ce n'est pas la même fatigue que celle vécue dans la population générale. C'est vraiment un état d'épuisement. Alors, c'est difficile à comprendre pour l'entourage, puis en expliquant que le niveau d'énergie est très limité, qu'on a un nombre de cuillères limité par jour, les gens sont plus capables de visualiser, puis que certaines activités vont demander moins de cuillères dans une journée, puis il y en a qui vont en demander plus. Puis que si on dépense toutes nos cuillères, on va gruger dans notre réserve du lendemain. Puis à ce moment-là, ça va nous prendre plus de temps à récupérer. Alors, il y a aussi les principes de conservation d'énergie, d'avoir des attentes réalistes envers vous-même. Et je vous dirais que le mot-clé, là, ce que j'espère que vous allez retenir, c'est vraiment d'être bienveillante envers vous-même. Parce qu'il y a des études en résonance magnétique qui ont démontré que pendant et après les traitements pour un cancer, le cerveau, il travaille plus fort dans votre cas. Le cerveau, il est activé 2 à 3 fois plus que le cerveau d'une personne qui n'est pas passée à travers des traitements pour un cancer. Donc, votre cerveau, là, il travaille 2 à 3 fois plus fort. Donc, tu sais, moi, ce que j'aimerais, là, vraiment, c'est de voir que le discours intérieur, il change, puis que vous êtes bienveillante, encourageante. Dans le fond, que vous vous parliez à vous-même comme si vous parliez à votre meilleur ami qui vous raconte qu'est-ce qui est en train de passer à travers. Tu sais, je suis sûre que vous ne lui diriez pas, tu sais, euh, comment ça se fait que tu n'es pas capable de faire ça? Ou on dirait que, tu sais, comment ça se fait que ça te prend autant de temps? Ben non, vous ne lui diriez pas ça, tu sais. Alors, mais des fois, comment on se parle à nous, euh, c'est très négatif. Donc, vraiment, beaucoup de bienveillance, de douceur envers vous-même parce que vous le méritez. Euh, Votre corps est passé à travers un triathlon sans être préparé, puis votre cerveau, il fait de l'overtime 24 heures sur 24. Fait que juste comme de vous rappeler ça, que vous êtes importante, puis de vous garder du temps pour recharger vos batteries. Puis justement, c'est pas le temps de faire la superwoman puis d'essayer de maintenir le même rythme qu'avant. Automatiquement, les priorités vont changer. Puis vous allez prendre un temps d'arrêt puis de vous dire c'est quoi qui est important pour moi. Puis c'est pourquoi que je veux prendre le temps puis m'arrêter. Puis n'hésitez pas aussi à alterner votre horaire pour qu'il y ait des activités qui vous demandent plus d'énergie avec d'autres qui en demandent moins. Faites-vous un horaire pour la semaine pour que ça soit équilibré. Puis déléguer aussi. Puis des fois, quand on délègue à la famille puis des amis, ben des fois, il faut être spécifique dans ce qu'on leur demande parce qu'ils veulent nous aider, mais des fois, ils ne savent pas toujours comment. Fait que des fois, on est gêné d'être spécifique, comme par exemple, est-ce que tu pourrais m'accompagner à mon rendez-vous, puis prendre des notes. Est-ce que tu pourrais m'amener à des repas? Est-ce que tu pourrais faire ça? Mais en fait, ça va beaucoup aider, puis ça va un petit peu soulager les personnes qui, des fois, veulent nous aider, mais ils ne savent pas trop comment. Donc, c'est vraiment une stratégie là, à essayer de faire, mais ça peut être difficile là, chez certaines personnes. Et ça, c'est en fait, d'autres activités pour favoriser un meilleur équilibre émotionnel. Puis ça, c'est toutes des choses qui sont reconnues dans la littérature comme étant aidantes là, dans un contexte en oncologie. Ça, encore une fois, vous pouvez regarder ça à tête reposée parce que je sais qu'il y a une conférence demain qui va justement traiter sur l'amélioration du sommeil. Alors, je vous laisse regarder ça. Et le domaine des siestes va sûrement être abordé, mais sachez que c'est mieux de prendre des siestes
plus courte et à ce moment-là, en début d'après-midi, mais je suis sûre que ça va être abordé dans la session de demain. Et vous avez plein d'autres stratégies pour compenser parce que dans le fond, c'est comme si votre cerveau avait besoin de plusieurs petits assistants, dans le fond. Alors, il faut vraiment trouver des stratégies pour aider votre cerveau à mieux fonctionner. Alors ici, vous avez toute une série de panoplies de trucs, de stratégies pour vous aider. Et il y a un programme d'entraînement cognitif en ligne qui s'appelle Brain HQ, qui a été reconnu par l'Institut national du cancer et ça fait partie de leur banque de données probantes. Mais encore une fois, il y a beaucoup de recherches qui sont nécessaires pour les programmes d'entraînement cognitif parce que est-ce que vraiment ça va se répercuter dans votre quotidien? Point d'interrogation à ce stade-ci. Donc, ça, c'est des stratégies. Encore une fois, toujours aller chercher, parlez-en à votre équipe de soins, aller chercher du soutien, hein, d'aller justement de joindre les programmes de soutien par les pairs. Et dans le fond, je voulais terminer avec une ressource en lien avec le retour au travail, parce que ça, c'est une grande préoccupation qui pourrait peut-être faire l'objet d'une éventuelle conférence dans le futur, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très inquiétant, qui préoccupe beaucoup. Puis malheureusement, il y a un pourcentage là, de femmes qui ont de la difficulté à retourner sur le marché du travail et à se maintenir et qui ont peu de soutien avec le processus de retour au travail. Donc, dans le fond, Rénouma, je ne sais pas si on avait comme 1 minute pour Julia, pour le mot de la fin, pour que tu puisses nous partager justement ton vécu en lien avec les préoccupations pour le retour au travail. Puis, je pense qu'on va te laisser le mot de la fin. Absolument, Julia, vas-y. Oui, oui, je vais prendre juste 1 minute rapidement. Donc, en fait, comme je vous ai dit un peu plus tôt, pardon, j'ai un chat dans la gorge. En fait, je me re-questionne sur mon retour au travail. Il faut dire en premier lieu que le cancer, ça nous change beaucoup. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant mon diagnostic. Euh, et, euh, et puis, je suis aussi consciente des conséquences du traitement et je ne veux pas voir en fait mon retour au travail à mon ancienne vie professionnelle comme un échec, mais peut-être plutôt comme une façon de me réinventer. J'ai toujours pas pris ma décision si je vais retourner à mon ancien emploi ou pas. Je viens tout juste, en fait, là, de m'attaquer à mes troubles cognitifs, là, un peu comme je disais à Rémina et à Nathalie lors de notre rencontre préparatoire. Mais euh, je veux garder justement mon énergie. Comme disait Nathalie, il faut savoir gérer notre énergie. Euh, et je veux la garder plutôt pour ma famille et pour mes amis et mettre peut-être un peu ma carrière professionnelle en deuxième plan dans mon cas. Donc, voilà, j'ai toujours pas pris ma décision, je me questionne, mais j'étais très contente d'entendre que un grand pourcentage de femmes, en fait, se réorientent après un diagnostic de cancer et trouvent une deuxième voie ou une deuxième vie. Alors, sur ce, je vais terminer sur cela. Je vais dire un gros merci à Nathalie pour tes conseils, tes trucs, ta présentation. Ça m'a beaucoup aidé et je suis certaine que plusieurs aussi vont nécessairement relire les PowerPoint à tête reposée. Alors, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir parlé du fameux Chemo Brain ce soir. Merci beaucoup et merci Julia aussi pour tes commentaires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus. Puis tu reçois aussi beaucoup d'amour et de bienveillance dans le chat. Donc, je te conseille d'aller regarder ça aussi. Alors, Merci. je ne sais pas, Rénouma, si tu voulais, toi qui es la spécialiste de résumer tout ça et de réorienter je ne sais pas s'il y avait des questions aussi et tout ça. Donc, Oui, mais en fait, j'aimerais réitérer ce que Julie a dit. Merci beaucoup, Nathalie, là, pour tes conseils, tes stratégies. Il y a beaucoup de femmes qui ont partagé leurs propres stratégies dans le chat. Donc, merci à toutes celles qui ont pris le temps d'écrire leurs stratégies et les partager avec les autres.
Un gros merci aussi à Julia de nous partager aussi ouvertement tes défis et préoccupations. C'est pas facile de se laisser aussi vulnérable devant tout le monde. Et d'ailleurs, tu avais mentionné à un moment donné, vous n'êtes pas seul, mais justement, il y a tellement de gens, il y a tellement de femmes dans le chat qui se sont reconnues dans ton partage. Donc, quand tu auras un moment, là, je t'invite vraiment à aller lire tous les beaux commentaires. Oui, donc il nous reste encore quelques minutes. Alors, on a quelques questions. Alors, donc, la première question est comme en deux parties. Donc, combien de temps peut durer le brouillard cérébral et est-ce que ça s'améliore? Alors, combien de temps? En fait, selon les statistiques, puis encore une fois, euh, la plupart des recherches ont été faites avec des gens atteints de cancer du sein, cancer du côlon, cancer de la prostate. Donc, on a peu de statistiques en lien avec le cancer de l'ovaire, malheureusement. Mais ce qu'on sait, c'est que pour un tiers des gens environ, ça peut persister pendant plusieurs mois et une faible proportion, ça peut justement poursuivre pendant des années. Puis encore là, ça dépend aussi s'il y a certains traitements qui se poursuivent. Là, je donnais l'exemple de l'hormonothérapie parfois qui peut s'échelonner là, sur plusieurs années, parfois 5 à 10 ans. Donc, ça, c'est les statistiques qu'on connaît. Oui, ça s'améliore. Donc, après la fin de la majorité des traitements actifs, il y a une amélioration au niveau des capacités cognitives. Généralement, dans les 6 mois à 1 an suivant la fin des traitements, il y a une amélioration significative. Et pour certaines personnes, des fois, ça peut persister, disons, encore un certain temps. Mais ça, c'est disons, les statistiques là, qu'on connaît jusqu'à présent, malgré là, disons, les limites de la recherche actuelle. Ok. Merci pour ta réponse. Je vais y aller avec une dernière question. Si je fais face à une récidive, est-ce que le brouillard cérébral s'empire? Comme est-ce que si je subis plusieurs traitements chimio, est-ce que c'est comme cumulatif? C'est une excellente Non? question Ok. et il y a très peu de recherches qui se sont penchées sur le sujet, comme juste le brouillard cognitif avec un premier épisode de cancer. Déjà, la recherche à ce niveau-là est limitée. Là, puis avec le cancer de l'ovaire aussi, encore plus. Donc, on peut s'imaginer que je me souviens pas d'avoir vu là, beaucoup de données en lien avec ça. Je pense que ça dépend un peu de la condition de la personne au moment de la récidive et du laps de temps qui s'est écoulé entre le premier épisode puis la récidive. Donc, par exemple, si la récidive survient peut-être 2 ans après, donc c'est possible que la personne elle a encore des difficultés cognitives persistantes suite à la fin des traitements du premier épisode de cancer. Donc, ça se peut que là, à ce moment-là, ça soit cumulatif Mhm. parce qu'on sait un facteur qui joue, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. Donc, c'est sûr que ça se peut que la réserve cognitive, après un premier épisode de cancer, elle soit moins bonne. Donc, la capacité à faire face de nouveau à des changements au niveau du cerveau soit peut-être moins bonne après que la personne ait déjà eu des traitements. Mais encore une fois, il y a très, très peu de recherches qui se sont penchées sur le sujet là, pour faire vraiment des conclusions ouais, à ce stade-ci, je dirais. Ouais, il reste encore beaucoup de travail à faire en termes de recherche sur le sujet, qui est encore un peu tabou, comme on l'a vu dans les questions sondages, là, un sujet que euh, pourtant autant de femmes vivent le brouillard cérébral, mais il y a peu de connaissances ou d'études sur le sujet. En fait, c'est malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est tout le temps qu'on a, parce que je sais que les gens pourraient en parler pour encore des heures et des heures. Avant de quitter, Nathalie, est-ce que tu aurais, mettons, un message à dire à notre communauté, comme une chose à retenir là, de toutes les stratégies ou comme de toute la présentation? Bien, je pense que comme vous avez pu le voir aujourd'hui, pour celles qui sont aux prises avec cette problématique-là, vous êtes pas la seule. Et c'est vraiment une problématique qu'il faut
faut en parler, il faut aller chercher de l'aide, puis de prendre soin de soi, de gérer sa fatigue, puis vraiment d'aller chercher les activités qui vont faire du bien. Puis je pense que le mot-clé, c'est vraiment bienveillance. Donc, de pratiquer la bienveillance envers soi-même pour toutes les raisons là, que j'ai mentionnées durant la présentation. Donc, je dirais bienveillance serait le mot-clé à retenir. Le mot à retenir. Ouais. Super, mais écoute, on va finir ça là parce que je pense que tu n'aurais pas pu mieux conclure la séance. Donc, merci encore à toutes les participantes là, qui ont pris le temps de partager leurs expériences personnelles et leurs stratégies aussi pour faire face aux brouillards cognitifs. Un merci tout spécial à Julia. Encore une fois, je sais, c'est pas évident de partager un côté peut-être plus vulnérable avec autant d'authenticité. Donc, merci beaucoup. Et comme je disais plus tôt, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans les partages que tu nous as faits. Et Nathalie, comme toujours, une présentation tellement informative qui rejoint notre communauté comme ça, pas de sens. Donc, merci de nous faire mieux comprendre cette réalité si commune, comme je mentionnais, mais très peu discutée. Sachez aussi que la présentation est enregistrée, donc pour celles qui souhaiteraient réécouter la présentation, elle sera disponible dans les prochains jours sur notre site web. Alors maintenant, on va prendre une petite pause. Donc, allez vous étirer, prenez un verre, faites un petit tour à la salle de bain. Donc, on se retrouve ici dans 5 minutes, donc à 19h15 pour notre prochaine séance qui abordera la sexualité avec la sexologue clinicienne Zoé Ouvrantoni. Donc, on se revoit dans 5 minutes. À bientôt!